Vous vous rappelez de ça? Ça, c'est le diagramme de phase. On l'a déjà vu. Le diagramme de phase, tel qu'on l'a déjà vu donc au début du cours, il y a longtemps, c'était la distinction entre les différentes phases, les différents états, solide, liquide, vapeur, à différentes pressions et différentes températures. Et de fait, je l'avais dit à ce moment-là, parce qu'on s'adressait à ça, ce diagramme, il est là pour les corps purs. D'accord? Et je ne répète pas ce que c'est qu'un corps pur. Vous savez ce que c'est qu'un corps pur. Ce corps pur, comme par exemple de l'eau pure, a ce diagramme-là. Oui, mais si je mets une solution, cette fois-ci, au test, et que j'essaye d'imaginer ce que serait son diagramme de phase à cette solution. Donc je ne prends pas de l'eau, par exemple, je prends de l'eau avec un soluté à l'intérieur, du sel, de l'eau de mer, par exemple. Est-ce que ce que l'on vient de voir me permet d'imaginer ce à quoi ressemblerait ce diagramme de phase si, au lieu d'avoir de l'eau pure, ce que j'ai là, j'avais de l'eau de mer, une solution diluée? Oui, la loi de Raoult me permet de le faire extrêmement simplement. La loi de Raoult, elle me dit que la pression de vapeur, c'est-à-dire la transition entre la phase liquide et la phase vapeur, d'accord, elle doit être proportionnelle à celle que j'avais dans le liquide pur, PA étoile, défalquée, ou plutôt multipliée par la fraction molaire de mon espèce. En d'autres termes, puisque XA est forcément inférieur à 1, d'accord? Fraction molaire, c'est forcément inférieur à 1. Cette pression, elle devait être un peu plus basse. La pression à laquelle je vais avoir mon changement d'état doit être légèrement inférieure dans une solution par rapport au solvant pur. De combien? Eh bien, proportionnel à la fraction molaire. Si j'ai une solution à 95%, j'aurai seulement 95% de la pression qu'il fallait atteindre pour avoir mon évaporation, mon ébullition en l'occurrence, ici. Mais ça, ce raisonnement, je peux le faire pour tous les points de la ligne. Ça veut donc dire que ma ligne de transition entre les deux phases, gaz, liquide, elle doit être décalée vers le bas. Décalée vers le bas de combien? Eh bien, de la fraction molaire de mon solvant dans la solution. J'ai une solution à 90%, elle est décalée de 0,1 vers le bas. D'accord? Pas 0,1 forcément par rapport à la ligne que j'ai tracée, 0,1 en valeur absolue, on est bien d'accord. OK? Eh bien, si vous regardez bien, ce que je viens de faire là, c'est indépendant de la nature des solutés. Si au lieu d'avoir mis du sel dans mon eau, là, pour avoir quelque chose qui ressemble à de l'eau de mer, j'avais mis du sucre, j'aurais le même XA. Donc que j'ai mis du sel, du sucre, des protéines, ou n'importe quoi d'autre, dès l'instant où la quantité de soluté que j'ai rajoutée dans mon solvant fait que j'ai la même fraction molaire de solvant dans la solution, j'aurai exactement le même effet. La nature du soluté n'a pas d'importance. La seule chose qui compte, c'est la concentration des solutés. Plus la concentration des solutés est importante, plus ça fera baisser la fraction molaire du solvant dans la solution, et donc l'effet sera d'autant plus important, puisque le XA va être de plus en plus petit, donc l'écart entre les deux courbes de plus en plus grand. Eh bien, les propriétés des solutions, qui ne dépendent que de la quantité de soluté, et pas de la nature des solutés, on les appelle des propriétés colligatives. L'abaissement de la tension de vapeur
La tension de vapeur, c'est un nom à la noix pour dire la pression partielle, d'accord, de saturation. C'est un autre nom qu'on utilise pour dire ça. Mais vous risquez de le rencontrer quelque part, c'est pour ça que je l'utilise. Donc l'abaissement de la tension de vapeur, la pression partielle de saturation d'un solvant dans une solution est une propriété colligative. Et c'est une conséquence directe de la loi de Raoult. Ce qui sous-entend, si vous avez bien compris, que l'eau de mer s'évapore plus facilement que l'eau pure. D'accord? Puisque la tension de vapeur est un peu plus faible, quand on a la pression atmosphérique, on peut s'évaporer plus facilement. Il y a une autre conséquence au fait d'avoir descendu cette courbe. On ne l'a pas seulement descendue, on l'a éloignée de la précédente, mais dans deux directions. Oui, on l'a bougée que dans un sens. Mais en même temps, en l'ayant descendue, on l'a aussi décalée, vous le voyez peut-être, vous le remarquez, en tout cas j'espère, décalée vers la droite. Ce n'était pas ce qu'on avait voulu faire, hein, mais en l'occurrence, ça correspond à l'avoir décalée sur la droite. Et la décaler sur la droite, c'est obtenir à pression constante une différence de température. Une différence de température? Ben oui, parce que maintenant, quand on est à une certaine pression, quelle température on doit obtenir pour avoir une ébullition? Mettons que là, je sois à une atmosphère, d'accord? Maintenant, pour avoir l'ébullition, il faut que j'aille jusqu'à la courbe, à cette pression-là, donc plus à droite. Donc à une température plus élevée. Cette différence, cette température d'ébullition, donc de la solution, est plus grande que la température d'ébullition du solvant pur. On l'appelle l'élévation ébullioscopique. Encore une fois, un nom un peu compliqué pour dire juste simplement que la température d'ébullition d'une solution est supérieure à la température d'ébullition du solvant pur. Mais c'est le nom qu'on lui donne, donc l'élévation ébullioscopique. Ébullioscopique, vous entendez qu'il y a le mot bulle à l'intérieur. Bulle pour ébullition. D'accord? On a donc, par simple conséquence de la loi de Raoult, pour les solutions, deux propriétés colligatives qui viennent d'apparaître. La première, c'est l'abaissement de la tension de vapeur. La deuxième, c'est l'élévation ébullioscopique. C'est celle qu'on vient d'avoir ici. Oui, mais de combien? Ça varie beaucoup ou ça ne varie pas beaucoup? C'est ce qu'on va voir là maintenant. Vous avez vu, on a décalé d'une proportion qui était stricte. Donc ça veut dire que si on a décalé d'une proportion stricte, proportionnelle à XA, vers le bas, on doit avoir décalé d'une proportion stricte aussi vers la droite. D'accord? C'est une translation. Une translation, si elle est constante, elle doit être constante dans toutes les directions. Ça veut donc dire que la différence de température qu'on a entre les deux courbes, à pression constante, elle doit être strictement proportionnelle à la différence de pression, celle qu'on avait vers le bas. Il y a une stricte proportionnalité entre les deux. C'est obligé. Cette différence de pression, c'est la pression de référence du corps pur moins la fraction molaire du solvant par cette même pression. On sort le terme constant, il nous reste donc 1 moins XA. 1 moins XA, c'est quoi? XA, c'est la fraction molaire du solvant dans la solution. Qu'est-ce qui reste une fois qu'on a eu la fraction molaire du solvant dans la solution? La fraction molaire du soluté. Ça veut donc dire que le K1, c'est une constante, PA, étoile, c'est une constante. Je les regroupe toutes les deux, histoire de simplifier l'écriture. Mais ce 1 moins XA, c'est la fraction molaire du soluté. Parce que quand j'additionne la fraction molaire du soluté plus la fraction molaire du solvant, j'obtiens 1, j'ai tout. D'accord? Une fraction molaire,
c'est le nombre de moles de l'espèce sur le nombre de moles total. Jusque-là, normalement, il n'y a pas de problème. Hein. Ça devrait aller bien. Là, je vais faire un truc habituel. C'est pas beau de faire ça, mais ça justifie. Oh, fais disparaître un terme là. Je n'ai pas le droit de faire disparaître le terme NB en bas. Si. Parce que si j'utilise la loi de Raoult, si j'ai le droit d'utiliser la loi de Raoult, ça veut dire forcément que je suis dans les conditions d'une solution idéale, donc dans une solution diluée. Si je suis dans une solution diluée, NB doit être forcément petit devant NA. Et donc, en bas au numérateur, j'ai le droit de négliger NB devant NA. C'est exactement ce qui est fait là. Mais je peux le justifier. J'utilise la loi de Raoult. La loi de Raoult n'est valide que dans les solutions très diluées. Si je suis dans une solution très diluée, NB est forcément petit, très petit, devant NA. J'ai le droit de le négliger. Pourquoi est-ce que je le fais? C'est parce que ça va me simplifier mon écriture ici. Un nombre de moles, c'est une masse divisée par une masse molaire. Je le fais pour mon solvant. Pourquoi? C'est parce que ça me permet de faire sortir la masse molaire. Vous avez vu que je l'ai à nouveau intégrée dans ma constante qui s'appelle K3 maintenant, d'accord? Et qui me permet d'écrire. Et ça, c'est important. En étant parti de ce que j'avais vu géométriquement au début, d'accord? C'était purement graphique. La proportionnalité entre la différence de température et la différence de pression. D'aboutir à ma différence de température d'ébullition entre le solvant pur et la solution doit être strictement proportionnelle au rapport du nombre de moles de mon soluté divisé par la masse de solvant. Alors je sais que c'était il y a super longtemps, la semaine passée. Mais ça, on a vu ensemble que ça s'appelait la molalité. D'accord? Des moles par kilogramme de solvant, c'est ce qu'on appelle la molalité. On a donc une proportionnalité stricte entre cette élévation ébullioscopique, ça va bouillir à plus haute température, et la molalité du soluté. Et puis là, on doit se dire quand même, par honnêteté, que j'ai simplifié un tout petit peu les choses. J'ai pris un soluté. Mais si j'en avais pris plusieurs de solutés, est-ce que ça aurait changé les choses? Non. Dire que je prenne un soluté ou que j'en prenne plusieurs, ce qui était important, c'était la fraction molaire du solvant. Donc, mettons que j'ai mis plusieurs solutés. Ça, si j'ai utilisé plusieurs solutés, je dois pouvoir le remplacer par l'osmolalité de la solution, c'est-à-dire la somme de toutes les concentrations des solutés physiquement présentes dans la solution. D'accord? Donc je suis passé de B à oméga bar parce que tout simplement, au début, pour simplifier les choses, j'ai considéré un soluté, mais si je suis honnête, je peux parfaitement imaginer qu'il y a plusieurs solutés et que ça ne change rien à l'affaire. Et la somme des concentrations des solutés, c'est l'osmolalité. Donc, osmolalité, le T, c'est pour total. Hein. Ce n'est pas une température, c'est osmolalité totale, d'accord? De la solution. Vous avez vu que la constante, je l'ai appelée KEB, c'est comme ça que vous la trouverez la plupart du temps notée. EB, c'est pour ébullioscopique, d'accord? Donc, la constante ébullioscopique. Cette constante ébullioscopique, elle est proportionnelle uniquement à des propriétés du solvant. Uniquement à des propriétés du solvant. Ce qui est plutôt bien. Elle dépend un peu de la température à travers le delta HVAP que vous avez là, et puis le T au carré que vous avez au-dessus. D'accord? Donc ça veut dire que dans les tableaux, hein, quand on vous les donne à une température précise. Il faut en tenir compte. Mais elle ne dépend que du solvant. Et dans tout ce que je viens de faire là, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir faire?
Ben, uniquement savoir utiliser la formule qui se trouve en haut de la diapo. Pourquoi j'ai fait la démonstration alors? Parce que moi, je considère que quand on me balance une formule qui sort de n'importe où, de n'importe quoi, et que je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas comment, je n'arrive pas à la comprendre, et donc si je n'arrive pas à la comprendre, je n'arrive pas à l'utiliser correctement. Donc, ce qui explique pourquoi j'ai pris le temps de vous montrer d'où elle vient. Elle vient strictement, vous avez vu, uniquement de la loi de Raoult. C'est une conséquence directe de la loi de Raoult. C'est tout. Tout ce que j'ai utilisé dans le petit bout de démonstration qui arrive à cette formule-là, c'est juste du bricolage mathématique de remplacer des valeurs par d'autres sans introduire aucune nouvelle notion. Donc, cette relation d'élévation ébullioscopique qui relie la variation de la température d'ébullition d'une solution par rapport à un solvant pur, qui est liée à l'osmolalité totale, est juste une conséquence de la loi de Raoult. Est-ce que vous avez besoin de connaître la démonstration qui part de l'une à l'autre? Non. Vous avez juste besoin de savoir qu'elle existe, que ça ne sort pas de la tête d'un gars qui s'est réveillé le matin et qui s'est dit « Je suis sûr que quand je mets du sel dans l'eau de mes pâtes, la température est un peu plus élevée, donc elle cuise un peu plus vite. » Hein? Ça n'a pas de sens ce que je viens de dire. Si, si. Regardez, c'est exactement ce qui est tiré de là-dedans. Si je rajoute un soluté dans l'eau de cuisson de mes pâtes, je vais élever la température d'ébullition. Donc, quand je vais mettre le feu sous l'eau de mes pâtes, quand ça va commencer à bouillir, ce ne sera pas à 100 degrés. Ce sera un peu plus chaud. Si c'est un peu plus chaud, il y a des chances que les pâtes elles cuisent un peu plus vite. Beaucoup? Ben, ça dépend de KEB. Ça dépend uniquement de cette constante ébullioscopique. Si la constante ébullioscopique est grande, imaginez qu'elle soit égale à 20, par exemple. 20 Kelvin par mol de soluté. Ça veut dire que quand je mets une mol de sel dans mon eau, et une mol de sel, ce n'est pas beaucoup, d'accord? C'est 60 grammes de chlorure de sodium. Pas tout à fait 60 grammes, mais ce n'est pas loin, 58,5, on s'en fiche. 60 grammes de sel dans mon eau bourrait, à ce moment-là, à 20 degrés de plus que la température normale. Donc à 120 degrés au lieu de 100. Ça veut dire que mes pâtes, au lieu de cuire en 10 minutes comme c'est marqué sur le paquet, d'accord, elles cuiraient probablement en 3-4 minutes à peine. 120 degrés, c'est ce qu'on a à peu près dans une cocotte minute. Et vous savez que dans une cocotte minute, ça cuit nettement plus vite que dans une casserole normale. C'est ce qu'on obtiendrait. Alors, c'est le cas. La prochaine fois, vous salez les pâtes un max pour gagner un peu de temps? Ben, non. Parce que quand on regarde les valeurs de ces constantes ébullioscopiques, on constate que malheureusement, probablement, la constante ébullioscopique de l'eau, c'est une des plus faibles que l'on a dans les solvants courants. Elle est vraiment toute petite, 0,5 Kelvin par concentration, ici donc par molalité. Les kilogrammes par mol, c'est l'inverse d'une molalité, c'est normal, c'est ce qu'on a utilisé. Ça veut dire que quand on a 1 mol par litre de chlorure de sodium, 60 grammes par litre, c'est trop, beaucoup trop. On n'a gagné que 0,5 degrés en température d'ébullition. On est à 100,5 au lieu d'être à 100 degrés Celsius. En gros, on n'a rien gagné et les pâtes sont immangeables. Voilà. Parce que 60 grammes par litre, c'est beaucoup trop. C'est bon pour tout le monde? Ouais? Alors, vous voyez par contre que c'est vraiment la plus basse, mais que pour certains de ces solvants, l'effet peut être vraiment très très important. Vous voyez qu'avec le nitrobenzène, par exemple, on est à 5 Kelvin par unité de molalité. Ce qui est beaucoup. Voilà. Ce qui est vraiment beaucoup. On avance?